Alors, bonjour à notre communauté Roteco, la Robotic Teacher Community. Un de nos objectifs est de vous tenir informé des événements, des formations, des nouveautés, des recherches, des ressources pédagogiques. Et puis aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer Christophe Noulet, enseignant de technologie dans un collège REP+. Et il est aussi formateur numérique avec une spécialisation dans les langages de programmation et l'aménagement des espaces numériques. Donc, ce qui nous intéresse est qu'il a participé au projet pilote. Donc, ici, vous pouvez un petit peu voir, mais je vous trouverai le lien sous cet enregistrement sur ce projet pilote qui s'appelle Matata Studio VinciBot. Et puis, le rapport vient de sortir et il présente comment, en fait, ce robot VinciBot initie les enfants euh, de fin d'école primaire et début d'école secondaire à la programmation et à l'intelligence artificielle. Donc, Christophe va nous en dire un petit peu plus, mais d'abord, on va le laisser se présenter. Donc, Christophe, est-ce que tu peux te présenter? Depuis combien d'années tu enseignes? Dans quelle région? Quel niveau? Dis-nous un petit peu sur toi. Eh bien, bonjour à tous. Je vais me présenter. Donc, Christophe Noulet, donc professeur de technologie au collège Louise Michel à Clichy-sous-Bois. C'est dans le 93, la banlieue de Paris, en région parisienne. J'enseigne maintenant dans ce collège depuis maintenant 13 ans en tant que donc professeur de techno. J'ai eu à peu près tous les niveaux de la sixième à la troisième, avec un petit parcours assez atypique, à un moment où j'ai pu faire professeur de technologie et de mathématiques pour les sixièmes, où j'ai pu D'accord. vraiment embrayer ce côté mathématique avec la technologie, puis technologie mathématique, enfin voilà, tout un projet autour de comment enseigner l'un avec l'autre. Et puis de l'autre côté, depuis 5 ans maintenant, je suis formateur, donc je suis maintenant prof à mi-temps et donc je suis formateur à la DAN, donc à la délégation académique au numérique éducatif de Créteil, et donc je forme les professeurs du collège et du lycée avec une petite spécialité entre guillemets où maintenant je parle beaucoup de langage de programmation et donc de robotique. Et c'est vrai que ça fait 5 ans aujourd'hui que je forme énormément de profs sur la robotique avec des challenges, par exemple, que je pilote et que j'organise qui s'appelle la Robocop avec un collègue. On fait un challenge robotique qu'on organise qui s'est passé tiens, 2 semaines. Il y avait 1000 élèves, 1000 élèves, 300 profs, c'était 1500 personnes à la Cité des Sciences. Et on a fait aussi des événements autour de la robotique, par exemple le challenge 10 000 un codeur, où on avait des challenges qu'on faisait dans les écoles primaires, dans les collèges, les lycées. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et où, oui, aujourd'hui je peux le dire, c'est un peu une spécialité pour moi. Et dernière chose, moi aussi, ça fait une dizaine d'années que je m'intéresse à la question des Fab Labs. Donc j'ai créé un Fab Lab dans mon collège que j'ai aujourd'hui transformé en tiers-lieu numérique. Et pareil, la question de la robotique dans ces lieux-là est hyper centrale et hyper importante. Et puis Christophe, en fait, comment tu t'es retrouvé justement dans le domaine de la robotique? C'est-à-dire, j'imagine dans ton parcours professionnel, tu as eu un cheminement où pas tout de suite tu t'es dit, ah bon, je vais faire la Robocop. En fait, comment tu es arrivé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a poussé là-dedans? Je pense que déjà par le fait de mes programmes en technologie, c'est un objet d'étude qui est vraiment intéressant en termes mécanique et technologique et programmation. Enfin, tout ce qui peut être attrait à l'objet de la robotique éducative peut permettre de traiter pas mal de compétences du cycle 3 ou 4 du programme de technologie. Et derrière, c'est vrai que moi, je trouve que ça amène d'autres choses aussi qui sont hyper importantes, qu'on pourra discuter après. Mais par exemple, toutes les compétences informelles que peut développer la robotique, telles que la créativité, la collaboration ou d'autres, ça m'a vraiment plu. Et puis toute cette démarche d'avoir des élèves qui sont capables de comprendre plus facilement la programmation avec un objet concret qui vont programmer, et donc ils vont voir le résultat tout de suite avec cette question d'essai-erreur qui est vraiment intéressante en direct. Donc c'est vrai que moi ça m'a plu comme objet tout de suite. Et puis après avec cette question de Fab Lab et cette question de rendre autonomes les élèves dans des projets,
à la robotique, c'est vrai que ça leur a plu, ça les a plu tout de suite. Donc c'est vrai que c'est devenu un peu aussi, quelque chose qui était vraiment attrayant pour les élèves. Donc c'est vrai que j'avais vraiment cette envie, d'aller plus loin, de comprendre et puis, bah, voilà. Après, j'ai pu, avec diverses expériences, que ce soit, en tant que prof ou en tant que formateur d'âne, bah, voilà, j'ai pu, vraiment, développer cette culture, de la robotique, quoi. Eh bien, est-ce que tu dirais qu'il faut être un geek, tu sais, le terme geek, pour faire de la robotique éducative? Est-ce qu'un prof doit être forcément geek pour faire ça? Pas forcément. Pas forcément, je pense que, c'est même moins que ça. C'est qu'en fait, c'est un objet technologique qui rend la technologie plus accessible. Parce que, aujourd'hui, bah, je pense que pour nos élèves, mais aussi pour des professeurs, qui ont pas forcément comme moi, je peux avoir cette culture geek, cet objet, il peut faire comprendre plus facilement et d'une part la programmation et d'autre part tout ce qui va être les interfaces, de programmation ou en tout cas les interfaces que peuvent avoir le robot. Comprendre la notion de capteur ou détecteur, comprendre, la question d'actionneur, avec la robotique, c'est beaucoup plus simple que par exemple un portail automatique ou, d'autres, d'autres objets, un ascenseur ou autre, qui étaient des Tout objets à fait. d'étude, en technologie qu'on utilisait en amont et maintenant qu'on utilise de moins en moins parce que la robotique le rend beaucoup plus accessible ce côté. Mhm, mhm. Merci Christophe. Donc en fait, tu sais, tu as été involved, tu as été impliqué dans ce projet Matata Studio VinciBot. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? En quoi consiste-t-il? En fait, comment tu t'es retrouvé impliqué là-dedans? Est-ce que c'était un souhait de ta part ou est-ce que venu te chercher? Comment ça s'est passé en fait? Alors, un souhait de ma part, pas forcément, on est venu plutôt, me proposer, de tester et c'est vrai que, moi j'aime bien tester de nouveaux, robotiques de nouveaux robots parce que, en tant que formateur d'âne, c'est important qu'on soit au courant des nouveautés, qu'on Des soit au nouveautés. courant de savoir mieux conseiller, en fait et c'est vrai que quand j'avais vu un petit peu, ce robot-là qui venait de sortir ou en tout cas qui était pas encore, disponible. Il m'a plu pour diverses raisons qu'on pourra peut-être développer un peu plus tard, mais en tout cas, il m'a plu en termes de capacité, en termes de il y a deux 3 choses qui m'ont plu et puis après cette idée de se dire qu'on va l'expérimenter dans un cadre un peu, pédagogique, donc en tant que prof et pas en tant que formateur, parce que c'est vrai que souvent aussi je peux tester des robots en tant que formateur, mais pas en tant que prof, ça m'a plu parce que c'est vrai que ça peut, développer, bah, j'ai essayé de développer un scénario pédagogique autour de ça et de voir un petit peu comment on peut vraiment le mettre dans la pédagogie. Et d'où la nécessité des fois des formateurs où nous, on aime bien ça, c'est qu'on est à mi-temps. Et le fait d'être à mi-temps, c'est que hey, je suis pédagogue et formateur et donc ce que je forme avec les professeurs, je peux le tester moi en classe. Et donc là, c'était vraiment une opportunité intéressante de pouvoir se concentrer sur un projet avec un nouveau type de robot, en tout cas voir un petit peu comment on peut, amener, les élèves à, comprendre la programmation autour avec cet objet-là. Très bien. Et Christophe, donc si je comprends bien, donc c'était un robot nouveau que tu as Mmh. découvert petit à petit, mais est-ce que c'était difficile de cette découverte d'un robot nouveau? Je me demande par exemple là si un enseignant veut, par exemple, travailler avec, je sais pas, du Ozobo, du Timio, il peut facilement aller sur le net et va trouver plein de ressources parce que c'est un robot qu'on a utilisé depuis il y a longtemps, on va dire. Donc, il y a d'autres profs qui ont testé. On peut trouver des vidéos, des ressources, et cetera. Mais là, c'est un nouveau robot. Donc, comment, en fait, est-ce que c'est plus difficile de s'approprier un nouveau robot parce que tu as moins de ressources? Comment tu as vécu, cette appropriation-là? Ça dépend, en fait, ça dépend peut-être du niveau, c'est sûr que moi, je pense qu'avec mon expérience, je peux facilement, comprendre un nouveau robot et etc. Mais en fait, je pense que là, l'avantage de ce robot, il y en a 3. C'est que le premier, c'est qu'ils avaient quand même une bonne documentation qu'ils ont créée, qu'ils ont mis directement à l'intérieur de la boîte. La documentation était vraiment claire, il y avait, des exemples, énormément d'exemples de programmes, avec, bah, comment utiliser, les capteurs, les détecteurs et les actionneurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la facilité, en fait, des interfaces d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, toutes les interfaces aujourd'hui utilisent du bloc. Donc, en fait, bon, bah, c'est sous forme un peu de Scratch, ce que vous Mmh. pouvez connaître. Et donc, le fait d'utiliser une technologie que tout le monde connaît déjà ou que tout le monde utilise déjà, en fait, on se repère très vite. On Ça a toujours facilite. les mêmes, ça facilite énormément.
le fait d'utiliser, par exemple, les mêmes contrôles conditionnels, l'événementiel, etc. Enfin, c'est toujours la même chose. Donc, en fait, on peut très vite aussi retrouver ces choses. Et puis, bah, on va pas, il a pas de, à part peut-être le capteur de distance. Le capteur de distance qui a un lidar, bah, aujourd'hui, à part ça, il y a rien de nouveau à l'intérieur. C'est juste qu'il y en a beaucoup. Donc ça, c'est intéressant. Mais il n'y a rien de nouveau en termes de compétences, de nouvelles compétences à acquérir. Donc en fait, c'est juste les transposer dans un langage de programmation qui est en fait exactement le même que si on utilise le Timio sous forme Scratch, l'Ozobot sous forme Scratch, ou alors d'autres comme le Mbot, par exemple, ou autre. Très bien. Donc en fait, si tu connais déjà un ou 2, c'est beaucoup plus facile après l'appropriation d'autres outils, vu que ça reste en général à peu près la même chose. OK. Bien sûr. Et puis, du coup, là, ce projet, en fait, on vous a demandé à plusieurs enseignants, si j'ai bien compris, de 4 pays différents. Je crois qu'il y avait la France, Israël, je me rappelle plus des 2 autres. On vous a demandé, en fait, de tester ces robots en classe Mmh. pour recueillir des données. Et concrètement, tu sais ce que ça a donné? Parce qu'en plus, toi, tu as aussi écrit une ressource, non? Qu'ils ont partagée, je suppose, et traduit en anglais. Ça se Mmh. passe comment, ce processus-là? C'était on te l'avait demandé ou c'est chaque enseignant dans ce projet a dû le faire? Je crois que chaque enseignant a dû le faire. Moi, j'en ai fait un, donc moi, j'en ai fait un scénario pédagogique. Alors, Mmh. ce qui était intéressant, c'est que moi, j'ai fait un truc un peu, enfin, je dirais pas particulier, mais dans un contexte un peu particulier. J'avais une classe qui s'appelle des UPE2A. C'est des élèves C'est qui quoi? viennent d'arriver. C'est des élèves qui D'accord. viennent d'arriver en France et donc qui sont non francophones ou en tout cas qui viennent d'arriver, donc on parle pas forcément français. Et puis on a surtout une homogénéité énorme avec eux. C'est-à-dire qu'on peut avoir on a une classe souvent, j'avais une classe de 18 et dans cette classe de 18, on en a qui sont arrivés depuis 2 mois, d'autres qui sont là depuis 8 mois. Donc l'acquisition du langage en français, enfin la maîtrise de la langue française, bah, est complètement différente. Et, et c'est vrai que moi, ce que je m'étais dit, bah, c'est j'ai fait le pari que la robotique, par et la programmation, et par l'essai-erreur, et par ce côté où on peut donner des challenges très simples à réaliser, bah, en fait, il n'y a plus cette barrière de la langue. La langue disparaît un petit peu, et la programmation, c'est quelque chose qui n'a pas forcément besoin de, de comprendre vraiment un langage riche, mais plutôt d'avoir des bases concrètes. Et puis même, c'était leur faire acquérir du vocabulaire à travers cette robotique. Donc ça, moi, ça m'a plu d'essayer ça. Et donc avec ce robot, comme je le voyais, avec ses multiples capteurs, détecteurs, là, cette possibilité aussi de mettre des Legos dessus, de pouvoir faire de l'assemblage et pouvoir monter des Legos dessus, bah, j'ai eu l'idée de me dire, tiens, et si on essayait de faire ce robot un robot serveur? Et donc, au final, je leur ai montré une vidéo d'un robot qui aujourd'hui existe dans des restaurants où c'est un assistant un peu du serveur qui vient livrer des plateaux, des assiettes, qui vient débarrasser des assiettes et qui se programme selon la table. Et on s'est dit, bah tiens, comment on pourrait simuler ça avec ce robot-là et jusqu'à où on pourrait aller. Et donc, les faire petit à petit comprendre bah, comment se déplace le robot. Tiens, le robot, il peut s'arrêter s'il voit un obstacle. Ah bah tiens, aussi, on peut lui donner plusieurs programmes, donc il peut aller à plusieurs endroits selon si on appuie sur des touches. Et puis, ah bah tiens, on peut suivre une ligne. Ah bah tiens, on va continuer à suivre une ligne et puis on va suivre une ligne. Ah, mais puis si on voit un obstacle, bah, on peut quitter la ligne et puis revenir sur la ligne, etc., etc. Et on est allé jusqu'à donc se dire, bah tiens, si j'ai 3 tables avec un suiveur de ligne, bah, je peux choisir 3 chemins différents selon la captation de différentes couleurs qui peuvent me permettre d'aller à la table 1, table 2, table 3. Donc en fait, tu t'es imprégné vraiment du contexte, éducatif dans lequel tu es, c'est-à-dire le contexte de la classe où tu avais ces élèves avec des parcours, culture, comme tu disais, complètement homogènes. Et puis, à partir de là, tu as créé bah, justement ce scénario en mettant en scène ce serveur avec cette simulation-là. OK, très bien. Et puis derrière, bah, Mhm. derrière, ce que je peux dire aussi, c'est que derrière aussi, il y a tout ce côté, ce que je parlais là tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce côté aussi de développer des compétences, toutes les questions des soft skills.
d'avoir énormément d'élèves. Les élèves, je les ai mis à trois avec le robot, et puis les faire collaborer, se dire, bah, tiens, il y en a un qui a été à fond dans la programmation, l'autre fois, il y en a un autre qui était à fond dans tout ce qui était l'assemblage de Lego pour faire le plateau où on pouvait mettre une assiette, enfin une assiette qu'on a imprimée en 3D et puis qu'on a mis, alors pareil, après j'ai pu faire de l'impression 3D, enfin il y avait pas mal de compétences à côté qui étaient visées. Et c'est vrai que les voir collaborer ensemble autour de ce projet, les faire réfléchir sur un problème, donc les faire à chaque fois développer tout ce qui va être les compétences de résolution de problèmes. Cette question de créativité, les plateaux, j'en ai eu trois quatre qui ont trouvé des solutions différentes, donc avec de la créativité autour. Donc voilà, moi, c'est ça qui me plaît aussi dans ces projets-là et qu'on peut faire, enfin qu'on peut faire avec n'importe quel type d'élève ou de classe. Et donc c'est vrai que il est quand même assez difficile, je veux dire, alors, en plus on n'est pas forcément formé, mais apprendre Mhm. faire cours à des personnes qui sont non francophones dans mon cas, enfin qui sont pas dans la langue natale, ah, Tout c'est à toujours un fait. peu complexe et donc faut trouver des stratégies et c'est vrai que les mettre ensemble, autour, d'objectifs, clairs avec des challenges, avec, un côté, résolution de problèmes et donc faut juste réussir à leur faire comprendre ce problème mais avec, des vidéos, avec, la programmation aussi qui est, sous forme de blog donc en fait, ils comprennent très vite après ce que ça veut dire donc voilà. Je pense que l'usage de la robotique dans ce contexte-là était vraiment intéressant et ce robot était adapté à ce que je voulais. Enfin, j'ai réussi à bien développer les choses avec ce robot, donc il était adapté. Oui, clairement. Et puis là, oui, là, c'était une classe d'allophones, d'élèves qui parlaient pas la Ouais. langue, mais j'ai aussi vu dans le rapport qu'il y avait aussi des classes dans le spécialisé. Donc, c'est vraiment dans différents contextes qu'ils ont réussi à l'utiliser. Tu as dit du coup que, bah, forcément, vu que tu es formateur, tu as aussi l'expérience avec d'autres robots. Mmh. Un enseignant qui vient vers toi et puis il te dit, Christophe, je sais pas je veux commencer la robotique, je sais pas quel robot utiliser. Comment un enseignant peut choisir quel robot, utiliser pour sa classe? Quels conseils aurais-tu à lui donner? Moi, j'en aurais 3 2-3. Le 1 c'est de se dire déjà à quel niveau on est. Enfin, à quel niveau on est. Si on veut un robot, pour, le cycle 1, cycle 2, cycle 3, donc en France, ce serait jusqu'aux, écoles, maternelles, primaires. On va pas choisir le même, qu'au collège ou au lycée. Après, je vais parler aussi un peu de questions la robotique, c'est pas que la programmation, mais c'est aussi un peu de la technologie. Et derrière, faire acquérir un élève, comprendre le robot, c'est important. Et donc le robot, moi j'aime bien que bah, ce soit un peu plus vieux, c'est bien que ce soit des robots complètement ouverts, comme par exemple des M-bots où on voit facilement le moteur, les capteurs, les détecteurs. De l'autre côté, quand c'est en cycle 2, cycle 3, c'est vrai que c'est bien que ce soit facile d'usage, fermé. Et donc, bah, par exemple, VenciBot, je pense, est intéressant pour ça. Après, il y a bien sûr la plateforme de programmation. Bon, bah, alors aujourd'hui, ils sont tous à peu près pareils, mais pas de moins, enfin, c'était pas vrai avant. Et puis, bah, c'est quand même important d'avoir des solutions qui sont faciles à programmer avec des solutions en ligne ou bien là, le VinciBot, par exemple, il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à d'autres, c'est le Bluetooth. Donc, c'est en liaison Bluetooth. Donc, soit, bon, c'est pas nouveau. Par contre, ils sont déjà numérotés. Et donc, par exemple, quand moi, je mets le VinciBot 3, bah, j'ai le VinciBot 3 qui est trouvé directement par l'ordinateur et surtout, on trouve aussi la puissance du Bluetooth. Et donc, on Donc sait que ça la puissance du facilite Bluetooth, la ça connexion. facilite la connexion. Ouais. La puissance du Bluetooth, on trouve directement celui qui a le plus de barres, entre guillemets. C'est comme une barre de Wi-Fi, on voit celui qui a le plus de barres. Et donc, on se dit, tiens, c'est lui, bah, lui, obligatoirement. Et puis, en plus, après, il fait du bruit, on l'entend se connecter, donc on sait que c'est lui. Et ça, par exemple, typiquement, les Ozobots, par exemple, quand Bluetooth, non, les Ozobots, c'est différent, je ne sais plus lesquels, j'en ai d'autres en tête qui étaient compliqués en Bluetooth avec ça. Donc voilà, ou par exemple, typiquement, les Ozobots, par exemple, avec cette question de lumière avec la Li-Fi, c'était vachement pratique. On prenait un Ozobot, on mettait la Li-Fi, on avait le programme qui chargeait directement, c'était hyper simple. Donc il y a aussi la simplicité un peu d'usage dans ces environnements classe. Pareil, est-ce qu'on veut un robot juste pour faire de la programmation? Ou est-ce qu'on veut faire un robot après où on veut évoluer avec et on veut aller faire de la créativité, on veut faire des activités avec, enfin on veut le flatter entre guillemets.
l'améliorer. Et donc, si on veut améliorer, bah, typiquement, prendre un Osobot ou prendre un Timio, c'est pas le plus adapté. Par contre, prendre peut-être le VinciBot avec les Lego, là, c'est pas mal. Ou alors prendre un Mbot où on peut rajouter des capteurs ou des détecteurs. Voilà. Ça dépend aussi de jusqu'à où on veut aller. Très bien. Merci, Christophe. Tu sais, certains enseignants peuvent se sentir intimidés. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à leur donner pour se lancer justement dans l'aventure de la robotique? Hum, premier conseil, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est que ça va, ça va énormément motiver les élèves par rapport à un écran. Il y a le facteur motivation qui est beaucoup plus important et aussi qui va aussi motiver un enseignant. C'est-à-dire que le côté programmation et voir ce qui se passe tout de suite après, c'est vraiment intéressant en termes de compréhension. Et donc, c'est vrai que, alors l'écran, on le voit aussi, mais là, on voit vraiment ce qui se passe. Donc, je pense que ce facteur, motivation pour les élèves et aussi motivation, pour un enseignant qui découvre ça, je pense que ça, c'est quelque chose à prendre en compte qui est important. Et puis la deuxième chose, c'est se dire que, bah, aujourd'hui, il y a quand même, énormément de ressources, qui sont disponibles, un peu sur, les sites académiques, par exemple, type de chez moi, la DAN, des sites même nationaux, les Edubase, voilà, je pense qu'ils sont pas seuls et je pense que c'est aussi un objet qui favorise vachement l'interdisciplinaire et puis, le côté aussi interdegré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des professeurs, des écoles, peuvent aller facilement aller voir le professeur de techno, du collège et leur demander: «Bah, tiens, comment on peut programmer ce robot?» ou comment et donc ça va favoriser aussi vachement l'échange, sur des questions, de de technologie donc je pense que voilà, qu'ils hésitent pas. Mhm, mhm. En gros, la motivation et puis le fait qu'ils sont pas seuls et qu'il y a plein de ressources Ouais. à disposition, en fait. Oui. Tu sais, là, tu es dans un contexte français. Bah, évidemment, il y a le contexte suisse, le côté belge, canadien, Mmh. enfin, partout dans le monde. Si tu avais une baguette magique, tu sais, et on a parlé aujourd'hui donc de formation, on a parlé de justement le choix du robot, euh, le fait qu'on n'est pas seul dans la communauté. Si tu avais une baguette magique, est-ce que tu as une initiative ou des projets qui te semblent pertinents pour pousser justement les enseignants à faire ce type d'activité en classe? Par exemple, tu organises cette Robocop là. Est-ce que tu as d'autres tips à donner? Ouais, je pense que, bah, le 1 que j'aurais dit, tu l'as déjà dit, hein, je pense que la robotique, la Robocop que j'organise est vraiment un événement génial pour s'initier à la robotique parce que bah, on a déjà 3 challenges différents. On a des challenges un peu compliqués comme faire du foot avec 2 robots. On a des challenges un peu plus techniques, mais qui peut se faire dans le temps sur 2, 3 ans avec un suiveur de ligne où un robot doit sauver des victimes qui sont représentées par des balles et doit surtout suivre un chemin avec une ligne noire. Et puis, le troisième challenge, c'est un challenge de créativité où, les élèves, doivent faire un genre de show avec l'interaction avec des robots pendant 2 minutes, sur, n'importe quel thème, avec n'importe quel type de robot. Et là, ça mêle entre, technique et créativité, inventivité et puis un peu, théâtral. Enfin, il faut que ce soit vraiment, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que ces petites initiatives, les mettre, à une échelle alors aujourd'hui, elle existe déjà, hein, à l'échelle européenne ou même internationale, la Robocop. Alors il y a la Robocop et puis nous, on organise la Robocop junior. Mais, c'est vrai que ces types de challenge amènent, vraiment quelque chose où, on peut, s'entraider, on peut avoir, d'autres idées en voyant les autres et puis même les rencontrer. Enfin, nous, on fait souvent donc des rencontres avec tous les participants de l'académie de Créteil et on les fait rencontrer 3 fois où ils s'entraident, où ils développent eux-mêmes, ils se développent eux-mêmes de nouvelles compétences pour après mieux les enseigner. Donc, voilà. Il y a vraiment je pense que ça, c'est vraiment une chouette initiative et qui permet de pouvoir emmener des personnes, des nouvelles personnes et surtout les accompagner. C'est pas seulement le challenge, c'est aussi les Cette, accompagner euh, derrière. cette, euh, cette coupe, ces challenges, en fait, c'est au niveau. Est-ce que tu peux juste me dire si c'est au niveau
de l'établissement? Est-ce que c'est au niveau du département? Est-ce que c'est au niveau de tout un pays? Tu parlais de 1000 participants, il me semble, au Ouais, début de l'interview. ouais, ouais. Est-ce que vous avez l'appui, des établissements? Comment ça se passe, en fait? Bah, en France, ce challenge, donc en fait, à la base, c'est un challenge international, hein. Donc, la Mmh. RoboCup, c'est un challenge vraiment international. Heu, c'est l'idée de, quand, 2050, des robots battre des hommes, au foot. Et de là est décliné, pas mal d'actions et dont la RoboCup Junior. Et la RoboCup Junior, elle a été, donc elle est fait, de niveau national à Bordeaux, donc au niveau national et au niveau, régional, donc au niveau académique dans, une 8 ou 9 académies. Et nous, dans notre académie à nous, en région parisienne, donc c'est sûr, on est la plus grande, donc c'est là où on a le plus grand nombre. Et c'est vrai on a une équipe, des 3 académies qui l'a fait depuis, maintenant, 6 ans. Et c'est vrai qu'on arrive à bien la développer et à bien mettre des forces vives aussi pour l'organiser. Et donc, derrière, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il y a l'appui, des 3 académies, l'appui des DAN, l'appui, des établissements qui veulent participer, et il y a tout un mécanisme, qui est appuyé aussi avec des inspecteurs qui favorisent, le fait d'aller, participer à cette compétition. Donc voilà, donc on a vraiment une structure maintenant existante et quelque chose qui grossit, grossit. Et bon, aujourd'hui, ouais, c'était, plus de 120 équipes, il y a 2 semaines, dans un endroit en plus qui est génial, de la Cité des Sciences. Donc voilà, c'est Très bien. Merci beaucoup Christophe de toutes tes réponses, de nous avoir accordé du temps. Est-ce que tu as un point que tu aimerais aborder, mais que j'ai peut-être pas abordé et que tu voudrais partager avec la communauté? Heu, non, je pense on a parlé de beaucoup de choses. Donc non, non, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, enfin moi, ce que j'en conclurais, enfin ce que j'en conclus moi Mhm, depuis j'ai fait ça depuis 6 ans, c'est qu'en mhm. fait, je pense que c'est important qu'aujourd'hui on ait cet «ancrage» entre guillemets, à vouloir aller vers la robotique. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est le monde de demain, enfin, c'est le monde de demain, c'est pas encore le monde d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, les robots, on les voit pas forcément, aussi présents qu'ils vont l'être d'ici 20, 30 ans. Par contre, si derrière, on a quand même, énormément d'enjeux, de comprendre, ce monde-là. Et de, comprendre que, bah, aujourd'hui, une machine, quelle qu'elle soit, elle est programmée si elle fonctionne, de manière autonome. Et que, bah, d'une part, il va falloir acquérir ces bases de programmation. Et puis, de l'autre part, bah, comprendre que, c'est l'humain avant tout, qui va développer, ces robots, ou ces objets, automatiques, autonomes. Et à l'heure actuelle où on parle, par exemple, de plus en plus sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est important qu'on ait cette notion de comprendre qu'avant tout, c'est l'humain. Et que c'est les compétences humaines, qui sont à la base de tout, en fait. Et que, bah, voilà, pour éviter toute une question, de, heu, de fake news ou d'usage, qu'on comprend pas, qu'on croit qui est robotique, alors qu'au final, qui est l'homme. Donc voilà, je pense que la robotique, pour moi, est vraiment importante, à l'heure actuelle pour les enjeux de demain. Très bien. Merci beaucoup Christophe pour ces paroles. Surtout que tu m'as ôté les mots de la bouche. J'allais justement te poser concernant l'intelligence artificielle, mais tu as tout de suite abordé le sujet. Donc, j'ai rien d'autre à rajouter ou à demander. Euh, je vais arrêter du coup l'enregistrement là. Attends. Tac.